Chaque jour, les plus grandes merveilles d'ingénierie du monde, les superpétroliers et les porte-conteneurs géants, se fraient un chemin étroit à travers le cœur du désert égyptien. Il s'agit du canal de Suez, une artère artificielle s'étendant sur 120 miles qui a divisé un continent entier et changé à jamais la mécanique du commerce mondial. Sans lui, les navires seraient contraints de naviguer sur une distance supplémentaire de 4000 miles autour du cap de Bonne-Espérance accidenté, gaspillant des millions de dollars en fioul lourd et paralysant les chaînes d'approvisionnement modernes. Mais la façon dont ces machines géantes, qui déplacent des centaines de milliers de tonnes d'eau, parviennent à se frayer un chemin dans une tranchée peu profonde dans le sable sans s'échouer, constitue une leçon magistrale d'ingénierie des transports en conditions extrêmes. L'idée de creuser une route à travers le désert pour relier la mer Méditerranée à la mer Rouge ne date pas de l'époque moderne. Les anciens pharaons égyptiens avaient déjà creusé des prototypes de cette voie navigable il y a des milliers d'années, en s'appuyant sur les plaines inondables naturelles du Nil. Cependant, le canal dans sa forme actuelle est le produit de la force colossale de l'ère industrielle. Sa construction s'est achevée en 1869, après 10 ans de travail acharné. Les premiers travaux d'excavation étaient entièrement manuels, des dizaines de milliers d'ouvriers déplaçant la terre à la main sous un soleil de plomb. Finalement, ils ont été remplacés par des dragues à vapeur spécialement conçus et d'énormes engins de terrassement, balayant des millions de mètres cubes de sable de la tranchée. Le défi de conception structurelle était immense. Les ingénieurs ont dû calculer avec précision les forces de marée et la dynamique des fluides pour maintenir le canal au niveau de la mer, en évitant les systèmes d'écluses complexes qui causent des goulets d'étranglement et pour lesquels le canal de Panama sera plus tard connu. Pour comprendre l'ampleur colossale de la navigation dans cette voie navigable aujourd'hui, il faut saisir les contraintes physiques imposées à la navigation moderne. Le canal de Suez étant une tranchée au niveau de la mer, il ne possède pas d'écluses pour soulever ou abaisser les navires. Bien que cela facilite le transit, cela exige une précision hydrodynamique extrême. Le canal navigable est extrêmement étroit par rapport aux navires qui le traversent. Lorsqu'un navire géant, pouvant atteindre 400 mètres de long et près de 60 mètres de large, entre dans le canal, son énorme coque agit comme un piston dans un cylindre. Tandis que les hélices massives du navire poussent l'eau vers l'arrière pour le propulser vers l'avant, l'eau déplacée s'engouffre violemment le long de la coque pour combler le vide créé. Dans l'espace restreint du canal, cela génère un phénomène hydrodynamique instable, connu sous le nom d'effet de berge. La pression de l'eau augmente rapidement à l'avant du navire et chute drastiquement à l'arrière, aspirant la poupe vers la rive sablonneuse la plus proche. Simultanément, la coque pousse un mur d'eau devant elle, provoquant une montée du niveau de l'eau juste devant le navire et une baisse sur ses côtés. Si le capitaine évalue mal la vitesse ou la trajectoire, ne serait-ce que d'une fraction de degré, cette aspiration massive est capable de tirer un navire de 200 000 tonnes directement vers la rive. Surmonter ces forces invisibles nécessite un équilibre délicat entre la force de propulsion avant et un contrôle précis du gouvernail. Les navires doivent maintenir une vitesse de transit strictement définie, généralement entre 8 et 9 nœuds. Si le navire se déplace trop lentement, il perd sa capacité de direction et devient très vulnérable aux vents violents qui balayent le désert. S'il se déplace trop vite, la force de l'eau déplacée érodera gravement les rives du canal et amplifiera l'effet de berge, annonçant le risque d'un échouement catastrophique. La marge d'erreur étant pratiquement nulle, ces navires géants ne transitent pas seuls. Des pilotes locaux experts montent à bord pour fournir des conseils sur les changements de courant et les voies de dragage, tandis que des remorqueurs spécialisés les escortent. Ces remorqueurs génèrent une force de traction massive, équivalente à celle d'une locomotive de fret, et sont prêts à exercer d'énormes forces de contre-rotation contre la coque du navire dès que le géant commence à perdre son équilibre face à la dynamique des fluides. La traversée de cette artère vitale n'est pas un chaos maritime, mais plutôt un ballet logistique méticuleusement orchestré. Historiquement, une grande partie du canal était une autoroute à voie unique, ce qui signifiait qu'il était impossible pour les navires de se croiser. Les navires étaient organisés en d'immenses convois maritimes, alternant entre les directions nord et sud.
L'organisation de ces convois est un véritable casse-tête mathématique. Les navires sont classés en fonction de leur tirant d'eau, du type de cargaison et de leur maniabilité. Les superpétroliers à pleine charge, ancrés profondément dans l'eau, sont très vulnérables au courant et doivent maintenir des distances exactes par rapport aux navires qui les précèdent. Si un navire tombe en panne mécaniquement et perd sa propulsion, le risque de collision en chaîne par l'arrière oblige l'ensemble du convoi à déclencher des procédures de freinage d'urgence, en jetant de lourdes ancres sur le fond sablonneux du canal pour stopper rapidement leur élan vers l'avant. Avec l'essor du commerce international et les avancées de l'ingénierie navale, les limites physiques de la tranchée d'origine ont été soumises à de rudes épreuves. En réponse, l'une des plus grandes campagnes de terrassement de l'ère moderne a été lancée pour préparer la voie navigable à l'avenir. Une flotte mondiale d'équipements de dragage lourd a débarqué dans le désert pour creuser un nouveau couloir de navigation parallèle au canal d'origine. Il ne s'agissait pas d'une simple excavation. D'énormes dragues suceuses à désagrégateurs, propulsées par des moteurs diesel marins générant des dizaines de milliers de chevaux, ont été déployées pour briser les sédiments et les roches compactées des fonds marins. Ces installations industrielles flottantes ont broyé le sol avec des têtes de coupe rotatives en acier, puis ont aspiré la boue résultante et l'ont pompée sur de longues distances à l'intérieur des terres via de vastes réseaux de tuyaux à haute pression. Cette expansion massive a permis un trafic simultané dans les deux sens dans les sections centrales, doublant la capacité quotidienne et permettant aux plus grands vraquiers de naviguer dans le canal avec une plus grande marge de sécurité. Lorsque cette immense force aérodynamique se combine à l'implacable effet de berge hydrodynamique du canal, une catastrophe devient inévitable, dont nous ne sommes séparés que par une défaillance mécanique ou une erreur humaine. Si la proue d'un navire heurte le mur du canal, l'énorme force d'inertie enfonce des milliers de tonnes d'acier profondément dans les rives compactes du désert. Le courant dominant attrape ensuite la poupe, la faisant pivoter horizontalement jusqu'à ce qu'elle devienne un barrage massif, bloquant complètement la voie navigable. À ce moment-là, le renflouement du navire nécessite une flotte d'urgence de remorqueurs lourds et de dragues spécialisées travaillant 24 heures sur 24 pour aspirer le sable de sa coque, tout en tirant simultanément avec une force totale de plusieurs centaines de tonnes. Ce goulet d'étranglement coupe immédiatement la chaîne d'approvisionnement mondiale, bloquant des milliards de dollars de composants automobiles, de machines industrielles et de matières premières de part et d'autre du canal. Si vous avez apprécié cette plongée approfondie dans l'ingénierie complexe du canal de Suez, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres documentaires sur les méga-machines et les infrastructures de transport qui font tourner notre monde.